Je vous explique un petit peu le fonctionnement de notre tour de table, peut-être avant de débuter. Donc, on va soumettre 2 grandes questions à nos panélistes qui vont répondre à ces questions-là à tour de rôle. Et dans un deuxième temps, je vous inviterai à échanger avec eux. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route durant la table ronde ou des questions là, que vous aviez là, plus tôt dans la séance. Donc, j'inviterai peut-être nos présentateurs à venir me rejoindre sur scène. Donc, tout d'abord, merci à tous et toutes pour vos présentations. C'était vraiment très riche. Hein. On a vu à travers les échanges les différentes opportunités, les différents avantages que chacune comportait, notamment en termes de flexibilité, en termes de richesse aussi de l'information qu'elles peuvent générer. La première question que j'aurais à vous adresser, c'est, à l'aune de votre expérience, de votre méthodologie respective de recherche, c'est quoi les principaux défis, les principaux obstacles ou les écueils que vous avez rencontrés dans l'utilisation de cette méthode-là? Vous en avez glissé quelques-uns en cours de présentation, mais peut-être brièvement les approfondir. Je commencerai peut-être avec monsieur. Et oui, donc, Élise a un peu vendu le punch, mais je vais revenir là, à ce que je disais vers la fin de la présentation. Un défi que j'ai rencontré est effectivement au niveau recrutement des experts où moi, je souhaitais vraiment obtenir un large éventail, donc aller chercher les patients, les cliniciens, les gestionnaires pour qu'ils répondent. Là, puis c'était comme un peu novateur aussi d'avoir des patients qui déterminent les critères selon lesquels eux vont être priorisés dans la liste d'attente. Donc, je voulais vraiment aller chercher leur perception. Mais effectivement, un groupe consensus avec tous ces acteurs-là, donc les patients, les cliniciens et les gestionnaires, dans une même séance, c'était, je dirais pas infaisable, là, mais on a décidé d'y aller plus. Dans le fond, la première section individuelle, la partie individuelle, on est allé chercher chacun leur perception, mais dans la partie de groupe, on a ciblé seulement les cliniciens et les gestionnaires. Les patients n'ont pas participé au groupe triage, donc ça a été une façon un peu de contourner la problématique. Mais étant donné, comme je l'avais dit, qu'on a eu étonnamment des réponses qui étaient assez similaires là, dans les critères de priorisation. Donc, on a finalement là, on a choisi de poursuivre seulement avec les cliniciens, étant donné que ce seront eux qui vont utiliser l'outil et qui appliqueront les critères de priorisation là, dans leur pratique. Donc, voilà. OK. Alors, moi, j'en ai glissé un mot. C'est vraiment la sélection du cas qui était vraiment la difficulté qui était principale. J'en ai parlé d'ailleurs avec certains d'entre vous pendant la pause. Dans le fond, il n'y avait pas nécessairement une bonne manière de faire. Je pense qu'il faut vraiment essayer de voir c'est quoi notre question de recherche, c'est quoi la théorie sur laquelle on s'appuie pour être capable vraiment de sélectionner notre cas, puis vraiment de bâtir notre protocole à l'aide de ce cas-là, parce que selon justement c'est quoi notre cas, ben notre protocole va changer, nos outils de collecte, notre analyse, fait que ça va vraiment teinter le reste du projet, fait que c'est vraiment l'étape clé, puis je pense que c'est l'étape qu'il faut pas sous-estimer. Hein? C'est un peu un processus itératif. Quand on fait un protocole, on revient en arrière, on revient. Bon, ben si ce serait l'éducateur, mon cas, ben peut-être que je pourrais le faire comme ça. Ah, mais là, si c'est de l'autre façon. Fait que de tester les différentes hypothèses pour être sûr d'aller vraiment centrer notre analyse sur le bon cas, c'est vraiment ça la leçon de l'étude de cas. Oui, ben dans mon cas, c'est davantage je dirais, la logique organisationnelle, dans le sens que quand on fait de la recherche partenariale avec des organismes, on s'expose aux changements organisationnels de ces organismes-là. Puis je dirais que dans les années au doctorat, moi, il
par exemple, je vous ai présenté un projet avec 6 partenaires. À la base, il y en avait 7. Il y a un organisme qui a changé de direction générale, puis là, la personne qui avait signé l'entente partenariale puis qui valorisait la recherche inductive, ben, la nouvelle personne, ça donnait moins, puis elle valorisait moins la démarche de recherche, qui a fait en sorte que les exigences qu'on demandait aux partenaires de former les groupes de participants pour aller les rencontrer, bien là, ça n'a pas fonctionné. Ce qui a fait qu'après 1 an de démarche avec ce partenaire-là, bien, on a juste dû le laisser tomber puis le retirer de la recherche parce que là, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Il n'était plus en mesure de s'acquitter, si on veut, des exigences du partenariat. Donc, c'est ça, cette espèce de flexibilité supplémentaire-là que demande le fait de collaborer avec des organismes qui évoluent à leur propre rythme puis qui ont leur facteur de transformation, si on veut, ben moi, ça a été un défi là, dans le cadre du projet. Le principal défi avec l'observation, c'est qu'on accumule une quantité de données incroyable qu'il faut trier et analyser. Si on veut sortir des constantes de l'observation, des constantes, par exemple, sur les contraintes principales dans le travail des préposés aux bénéficiaires, les dimensions les plus importantes de l'expérience des résidents, il faut multiplier les observations dans le même centre à différents moments, mais aussi au même moment ou les mêmes conditions pour voir si c'est les mêmes choses qui ressortent. Il faut peut-être faire aussi des observations dans plusieurs centres d'hébergement. Oui. Et là, on accumule des centaines de pages de notes. Et ce qui complique encore, ce qui ajoute encore, c'est que comme bien des méthodologies, en tout cas l'observation, on fait rarement juste de l'observation. Comme je vous ai dit, ça sert à aller chercher ce qui ne se voit pas, ce qui ne se dit pas. Et il faut compléter souvent par des entrevues pour justement pour voir comment les gens, eux autres, le vivent, le pensent, le comprennent, la situation, leur motivation. Là, on y a rajouté encore plusieurs centaines de pages de transcription d'entrevues et on se retrouve avec une masse, des fois, dans mon cas actuellement, plus d'un millier de pages de données brutes, si on veut, qu'il faut classer. Le défi est immense, c'est-à-dire que comme dans toute recherche qualitative, ethnographique, en fait, il faut comme les assimiler. On se donne évidemment des grilles pour identifier, relever des constantes entre les observations, entre les entrevues, pour croiser les choses, pour arriver à dégager. Mais il faut s'immerger dans ces données-là et ça prend le défi, mais c'est accepter d'y consacrer en fait énormément de temps, de se laisser habiter par toutes ces données-là. Il faut aimer lire, même si on ne fréquente pas les salons du livre. Il faut aimer lire, relire nos notes et voilà. Et puis, il n'y a pas là-dessus de recette miracle, sinon le défi, c'est le temps. C'est y consacrer beaucoup de temps. Le principal défi qui a trait aussi, je pense, à la recherche-action participative en général, c'est par rapport à l'éthique. Il y a des considérations, des enjeux éthiques qui sont légiférés. Il y a des lois le droit à l'image, le droit d'auteur aussi, d'une certaine façon. Mais il y a aussi toutes les exigences des comités d'éthique, des universités, puis ce qui fait en sorte que ça peut vraiment freiner les possibilités d'images qu'on peut prendre. D'abord, le fait d'avoir à demander le consentement écrit pour photographier une personne, ben ça va nuire beaucoup à la spontanéité. Il faut oublier le fait qu'on peut prendre une image sur le vif. C'est pas possible. Et ça peut aussi limiter, c'est aller jusqu'à limiter le fait d'avoir des personnes sur les photographies. Le projet avec le collectif pour un Québec sans pauvreté, par exemple, dans les participants, il y avait des parents, puis comme c'était un projet axé sur l'accès, le droit au plaisir, ben, ils voulaient montrer des photographies avec leurs enfants, puis ça n'a pas été possible de le faire parce que au départ, on n'avait pas considéré ce fait-là, puis retourner au comité d'éthique pour demander la permission de pouvoir photographier des enfants, ben, ça aurait, je pense que ça n'aurait pas passé. Alors, on a laissé tomber. Dans ce projet-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes, ou bien les gens se photographiaient entre elles.
C'est intéressant. Donc, une diversité quand même d'enjeux, mais je comprends aussi certains enjeux communs, notamment au niveau de la réduction là, du volume de données. La deuxième question sur laquelle je voulais vous amener, vous interroger, c'est par rapport à ces défis-là, mais également plus globalement, quel genre de stratégie vous avez déployé pour surmonter ces défis-là, mais aussi plus généralement pour tirer profit au maximum de votre méthodologie là, de recherche là, respective. Je vous inviterai peut-être à faire le sens inverse. Donc, on commencerait cette fois-ci avec Mme Fradette. Oui. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie gagnante dans un processus de groupe, c'est de s'occuper de la dynamique dès le départ. Alors, dans les 3 projets, on commençait une rencontre par une période de ce qu'on appelait le comment ça va. Et là, ça servait vraiment à couper entre l'extérieur et se concentrer à l'intérieur du projet, mais aussi de savoir c'est quoi que la personne vivait, c'est quoi, dans quel état, dans quelle disposition elle arrivait à la recherche, ce qui pouvait expliquer peut-être des états d'humeur qui pouvaient survenir dans le groupe. Et ça donne aussi, cette période-là, ça donnait aussi à des savoirs qu'on n'aurait pas pu entendre autrement. C'était comme une liberté. Aussi, en cours de route, c'est vraiment traiter les conflits un à un, se donner des moyens pour régler les conflits, s'entendre sur des procédures, etc. Alors, vraiment s'occuper du groupe parce que la force de la méthode, c'est vraiment le groupe qui le fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gagnon. Oui, après avoir passé des années à accumuler mon matériel pour en venir à bout, je suis en train d'en venir à bout. J'ai commencé par j'ai découpé 2 objets enfin, qui me permettaient d'avoir une lecture transversale de l'ensemble de mes données qui touchaient l'ensemble des vies en centre d'hébergement. Je me suis intéressé d'abord aux cérémonies qu'on fait qui sont à caractère d'hommage aux défunts. Ça me permettait, d'une part, parce que comme il existe des grilles, des schémas d'analyse, des cérémonies, on analyse ça en sciences sociales depuis plus de 100 ans. Ça me facilitait la chose, ça me permettait d'avoir une grille d'analyse de toute une cérémonie avec ses séquences, ses symboles, etc. Puis, ça me permettait de ramasser du matériel, puis ça me permettait, comme dans une cérémonie, on trouvait toutes les dimensions de la vie en centre d'hébergement, de les voir réunies autour d'un objet, si on veut. Donc, ça me permettait de faire comme une première analyse, avoir une coupe transversale ou en tout cas un fil rouge, si on veut. Après ça, j'ai fait mes analyses sur les jeux. Les jeux de société qui sont organisés comme le bingo en centre d'hébergement, mais aussi tous les jeux informels que font les préposés avec les résidents. Des blagues, les running gags, puis tout ça, parce que oui, on rit dans les centres d'hébergement. Plus qu'on pense des fois. En tout cas, moi, j'ai ri avec les préposés, avec les résidents. Et ça me permettait aussi de faire converger un ensemble de matériel sur les interactions soignants, résidents, si on veut. En me découpant, si on veut, 2 petits objets, mais ils sont découpés, mais en même temps, ils sont un peu transversaux. Ça me permettait d'avoir une première coupe, une façon de réunir mon matériel autour de 2 fils, si on veut. Après ça, maintenant, j'ai une meilleure vue de l'ensemble. Je peux aller chercher le reste du matériel. Merci, très intéressant. Donc, cette stratégie-là aussi pour tirer pleinement profit de la triangulation, j'imagine, des différentes sources de données. Merci. On enchaînerait avec Olivier. Oui. Oui, ben pour moi, la stratégie que je peux reconnaître comme ayant été la plus gagnante dans mon processus, c'est vraiment de commencer, non pas en essayant de me spécialiser quant à mon objet, qui était la question de la fréquentation culturelle, mais vraiment par rapport aux méthodes de recherche. Puis ça, mon directeur, Jason Nukaroff, à Trois-Rivières, c'est vraiment par ça qu'a commencé, disons, dans la première année où j'ai commencé le doc, par une formation méthodologique assez intensive sur la collecte de données, puis sur l'analyse, parce qu'au final, on n'a pas besoin d'être expert de l'objet de recherche pour mener une démarche de recherche rigoureuse. Il faut juste bien maîtriser les outils méthodologiques, puis les logiciels aussi. Moi, j'ai travaillé avec NVivo pour justement gérer. Moi aussi, j'ai eu des milliers de pages de transcription là, suite aux 466 personnes rencontrées. Donc, le fait d'utiliser NVivo, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est un logiciel que je recommande. Mais encore là, moi, vraiment, c'est
on dirait, au premier cycle. Puis même à la maîtrise, j'avais peut-être pas la perception de l'importance des méthodes de recherche et des cours de métaux. Je trouvais ça plus ou moins intéressant à ce moment-là. Mais avant de me lancer dans la recherche, le fait de m'être concentré là-dessus, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, de commencer avec une base forte en métaux, ça fait en sorte que dans le cadre du projet, ça a pu être transmis aussi aux partenaires, chose que c'était essentiel pour qu'ils valorisent la méthode de recherche qu'on a menée. Donc, moi, ce serait vraiment ça. C'est intéressant. Il y avait un aspect déjà de transfert des connaissances là, dans votre projet au niveau du processus de recherche. Merci. Myriam, quelques stratégies gagnantes dans votre cas? Oui, je vais continuer sur la vague de l'analyse. Je pense que quand on fait des demandes de bourse, quand on fait des demandes éthiques, souvent on va faire des protocoles de 2 pages, 3 pages. Puis on va aller vite sur le plan d'analyse. Puis je pense que quand on arrive avec une étude de cas où on a plusieurs sources de données, on a de la triangulation qu'il faut qu'on fasse aussi avec nos différentes sources. Il faut qu'on ait une théorie qui appuie bien ce qu'on va avancer. Donc, c'est vraiment une étape qui est vraiment pas à sous-estimer, de dire comment je vais analyser mes données, qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que c'est facile de dire, bon, moi, je vais analyser chaque cas individuellement, puis après, je vais les combiner. C'est souvent ce qu'on met dans une demande de bourse, par exemple, parce qu'on a quelques lignes pour le faire. Mais quand on arrive pour le mettre en œuvre, c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment se dire qu'est-ce que je vais faire avec chacun de mes outils, comment je vais les combiner, comment je vais arriver à répondre à ma question de recherche, à mes objectifs de recherche pour que ça donne vraiment ce que je veux puis que ce soit valide aussi. Donc, vraiment de ne pas sous-estimer cette étape-là, là, vraiment avant de commencer, d'aller vraiment approfondir le plan d'analyse parce que justement, la variété là, des données va être là. C'est intéressant. Donc, une étape supplémentaire d'opérationnalisation, presque de ce que je comprends. Merci beaucoup. Julien, pour clore le chapitre des stratégies. Oui, en fait, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est un peu dans la même lignée là, que Myriam, mais la préparation a un impact là, grand sur les étapes subséquentes du projet et même la méthode triage qui est de dire c'est quoi mon objectif, c'est quoi ma question de recherche, est-ce que ça peut se répondre par une méthode de consensus telle que la méthode triage? Et si oui, est-ce que c'est la meilleure méthode? La méthode de triage aussi, il y en existe d'autres, des méthodes de consensus, la méthode Delphi, la technique du groupe nominal ou même le focus group, ça peut être utilisé aussi pour venir discuter d'une problématique et en venir à une réponse. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là et je pense que c'est une étape justement qui est primordiale là, avant toute chose et avant de se lancer dans une méthodologie comme la méthode triage. Super, merci. Donc, essayez de faire le plus possible des choix éclairés. Merci à tous et toutes de vous être prêtés là, au jeu de nos questions. Je me tournerai peut-être vers l'assistance. On a à peu près là, 10 ou 15 minutes pour une vingtaine de minutes, me dit-on, pour adresser là, des questions que vous pourriez avoir. Je le sais qu'il y a certaines personnes qui avaient voulu faire des interventions sur certaines des présentations. Je pense qu'Élise, tu peux te déplacer dans la salle. Donc, peut-être simplement là, rappeler, indiquer à qui, auquel de nos panélistes là, s'adresse votre question. Merci. Ou ça peut être une question, effectivement, à tous les panélistes. Tout d'abord, je voulais dire pour M. Gagnon, quand vous parlez de l'observation, ça me rappelle en travail social, se rendre sur les lieux pour avoir plus de données sur une situation, une personne, ça me rappelait ça. Mais ma question était plutôt pour Julien, pour bien comprendre là, l'intérêt puis la portée de cette méthode-là. J'ai bien compris là, la portion d'aider à une prise de décision ou établir des critères ou trier justement certains critères, par exemple. Donc, je l'ai vu comme un outil de consensus, puis de s'entendre là-dessus. Puis la portion recherche là-dedans, donc après ça, tu sais, est-ce qu'il y a comme un rapport, outre le choix
de critères, ou dans le cas d'un critère là, qui est choisi, est-ce qu'il y a un rapport sur où arrive la portion, on va dire, recherche, puis le rapport, est-ce qu'il y a un verbatim des argumentaires qui est donné? Est-ce que... Je crois que on peut ressortir beaucoup de cette méthode-là, quelle que soit la question de recherche. C'est sûr que dans mon cas, comme j'expliquais, je l'ai utilisé cette méthode-là pour seulement sélectionner les critères de priorisation à inclure dans l'outil, mais ça peut être sur... c'est sûr qu'on la voit plus en recherche clinique, là, si je peux m'exprimer de cette façon-là, parce que c'est certain que c'est des problématiques cliniques souvent qui vont amener à prendre des décisions de façon consensuelle dans une équipe clinique, quelle intervention utiliser, quelles recommandations appliquer en premier, de façon prioritaire, est-ce que j'interviens plus sur tel aspect de la clientèle, sur un autre aspect? Donc, des fois, c'est des questions qui peuvent justement surgir des cliniciens, que ce soit en sciences sociales, dans la réadaptation, dans la médecine. Les cliniciens ont des questionnements et seulement pour venir à un consensus de plusieurs personnes. Donc, est-ce que mes collègues pensent de la même façon? Est-ce que les patients pensent de la même façon? Est-ce que je peux aller justement chercher cette information-là pour baser mes interventions sur quelque chose de plus solide que moi, je pense qu'il faut faire ça de cette façon-là. Donc, la recherche vient justement peut-être mettre un petit peu plus de mots sur qu'est-ce qu'on veut intervenir là, dans la clinique. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question. En partie, outre la préparation, puis arriver au résultat, disons, la sélection finale des critères, est-ce qu'après ça, il y a un rapport qui est fait par rapport à la démarche? Oui, comme je l'avais présenté un peu dans ce qui est de l'analyse des données, on peut aller plus loin. Mis à part les 10 critères qui sont à sélectionner, on peut aller justement voir au niveau des verbatims de la rencontre, qu'est-ce qui a guidé le choix? Est-ce que c'est seulement les physiothérapeutes qui ont misé sur un critère? Est-ce que c'est les patients qui pensent que moi, j'ai beaucoup de douleur, donc je devrais passer en premier dans la liste d'attente? Donc, on peut vraiment aller chercher plus des étages d'analyse, là, si je peux dire ça comme ça, pour puis même les choix individuels versus de groupe. Si finalement, tous les choix qui ont été dits dans la partie individuelle, il y en a seulement 2 qui ont été soulevés par consensus, pourquoi les autres n'ont pas été soulevés? On peut aller chercher cette information-là aussi, puis ça peut être une seconde section de l'analyse qui peuvent être présentées. Là. Parfait. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions en ligne là, pour l'instant. Il y en avait, mais ils ont été répondus. Parfait. Oui. Pauvre Julien, moi, ce n'est pas une question, mais c'est comme un commentaire, puis peut-être un petit peu une réflexion. Ce qui est intéressant, je trouvais, dans la diversité des présentations, c'est qu'il y a des méthodes plus participatives, des méthodes où on voit, peut-être d'autres épistémologies là, qui ressortent. Mais quand vous avez dit, en fait, on n'a pas mis les patients dans la dernière étape, moi, j'accroche un petit peu. Puis là, je me dis, probablement qu'il y a une épistémologie différente, mais pourquoi eux auraient plus ou moins d'intérêt? Est-ce que finalement, chaque acteur n'a pas un certain nombre d'intérêts? Fait que ça, je me demandais qu'est-ce qui vous avait amené à, avoir une démarche inclusive à une étape, puis tout à coup, à arrêter. C'est une très bonne question. Et avoir eu beaucoup de temps et de ressources, j'aurais inclus les patients avec plaisir. Mon recrutement ne s'est pas passé comme je l'avais prévu et c'est les patients qui n'ont pas nécessairement été enclins à aller dans la partie groupe pour aller faire valoir leur opinion. Il y avait beaucoup, même juste d'aller chercher leur perception de façon individuelle, ça a été plus difficile que je l'aurais cru. Je les rencontrais, je leur expliquais la démarche en personne. Ensuite, pour l'envoi électronique, je le faisais via courriel et j'avais un taux de réponse de 10-15 %. Puis moi, je voulais que ce soit des personnes qui aient
présenter leur perception de façon individuelle pour qu'ils viennent après ça au groupe. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés là, à aller chercher leur participation. Donc, c'est un peu pour ça, c'est une réponse plate parce que c'est un peu facile de dire, ben, je ne les ai pas inclus, ils ne voulaient pas se présenter, mais c'est sûr que leur perception et leur proposition auraient été nettement riches là, de les avoir intégrés dans le groupe, mais c'était un projet de maîtrise. Je n'avais pas non plus 4 ans à passer là-dessus, donc j'ai un peu raccourci la méthodologie et je me suis concentré là, sur les cliniciens qui voulaient s'engager dans le processus. Je suis contente de vous l'avoir posé parce que, comme vous le présentiez, ça donnait l'impression que vous aviez, moi, j'étais inattentive, que vous aviez décidé, finalement, ce groupe-là, non. Puis là, en fait, ça nous montre que finalement, c'est un enjeu de faisabilité. On ne peut pas forcer les gens à participer. Peut-être qu'eux ont leur propre réserve. Effectivement. Donc, stratégiquement, je pense que c'est pas une stratégie, là, c'est votre réalité, mais là, on comprend mieux la décision que... en fait, ce n'est pas une décision de votre part. C'est un enjeu de faisabilité. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Allô, pour continuer un petit peu sur la même veine de Mme Saint-Jacques, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça a été aussi difficile d'avoir la participation des personnes là, justement qui sont en fait là, vraiment là, un enjeu critique là, parce que c'est quand même aussi pour eux autres là, la démarche? Effectivement, je ne peux pas vraiment me l'expliquer, à part peut-être un petit point que j'en ai parlé aussi, c'est l'effet de contamination qui est aussi l'effet de hiérarchie, là, si je peux dire ça comme ça, là, qui est c'est mon clinicien, c'est la personne que je vais voir. Si je lui dis que c'est selon tel critère, il y a peut-être cet enjeu-là aussi. Là, on rentrait dans des zones qui étaient les valeurs, la justice, l'équité. Donc, on rentrait vraiment dans des sujets un peu plus chauds, surtout que le programme que j'ai présenté aussi d'évaluation de la conduite automobile, il y a des longues listes d'attente. Les patients sont souvent très revendicateurs et ils veulent être vus le plus rapidement possible. Donc, il y avait peut-être cet enjeu-là là, qu'ils ne voulaient pas nécessairement aller s'exposer devant les cliniciens et les gestionnaires qui géraient la liste d'attente du programme. Mais je n'ai pas une réponse certaine et assurée non plus. Je n'ai pas fait de suivi par rapport à pourquoi ils ne voulaient pas s'engager et tout ça. Là. Ben, écoute, merci, c'est super intéressant. Ça suscite une autre réflexion. Bon, je continue, moi aussi, sur le même point. Je comprends que l'approche vise vraiment à trouver un consensus, mais est-ce qu'elle a déjà, à ta connaissance, je comprends que tu connais peut-être pas toutes les études qui ont utilisé cette approche-là, mais est-ce que ça a déjà été utilisé justement comme pour contraster un consensus qui pourrait arriver dans différents groupes? Parce que moi, je pensais comme, tu sais, ça aurait été super cool de faire comme, OK, usagers, cliniciens, cadres. Puis là, tu arrives à un consensus dans les trois, mais après ça, tu compares, voir les intérêts des différents groupes. Ça pourrait être effectivement très intéressant. Dans le cadre de mon projet, c'est sûr que nous, on voulait arriver avec 10 critères de priorisation. Fait que c'était pas nécessairement dans un but de comparer entre chacun des groupes la perception, mais effectivement, ça pourrait être une... Mais la méthode se porterait à ça. Oui, effectivement. Oui. Super, merci. Je pense qu'il y avait une autre question, oui. Où ça? Monsieur, oui. Oui, ma question est pour Olivier. Donc, par rapport aux méthodes inductives, tu mentionnais au début du processus, ou peut-être même durant le processus, on ne peut pas toujours dire, j'espère bien te citer, ce qui va être observé ou ce qui va être analysé ou quelle conclusion. Donc, ça peut changer au fil du temps. Est-ce que tu voudrais illustrer ça un peu par un exemple de comment ça a pu t'arriver ou comment ça pourrait arriver une situation comme ça? Oui, ben, je pense que c'est la notion justement d'analyse en spirale que ultimement, puis je pense que ça s'est manifesté jusque dans la structure des entretiens, dans le sens que, par exemple, les premiers entretiens de recherche commençaient avec la question générale. Par exemple,
comment vous expliquez-vous ne pas avoir fréquenté le Musée québécois de culture populaire depuis au moins 5 ans? Donc, les premiers entretiens de chacun des 6 volets commençaient avec une question générale comme ça. Puis le gros de l'entretien, vu que c'est un entretien non directif, je faisais de la reformulation, je faisais de l'écho, j'essayais de favoriser le développement de discours, mais dans une logique où je fais de la collecte, ensuite je fais de l'analyse, je retourne vers la collecte, je fais de l'analyse, bien, ma compréhension du phénomène augmentait au fil du temps. Donc, dans les entretiens subséquents, j'avais de plus en plus de questions. Donc, je venais confronter mes interprétations avec les nouvelles données pour toujours bâtir une compréhension plus dense, plus riche. Puis, c'est que dans une perspective comme la mienne, je ne suis pas à la recherche de récurrence, je ne suis pas à la recherche de triangulation, je suis à la recherche de diversité. Donc, l'objectif, c'était d'identifier les différentes caractéristiques du phénomène. Donc, moi, qu'une personne le dise une fois ou qu'elle le dise 100 fois, ça n'a pas plus d'importance. Donc, le but, c'était d'identifier comment peut être vécu le phénomène de la non-fréquentation culturelle dans la population. Donc, c'est des paradigmes différents avec des objectifs différents, mais juste pour même la structure des entretiens, c'est pour ça que c'est difficile de parler d'entretien non directif, puis que beaucoup d'auteurs vont parler de juste entretien qualitatif, parce que c'est pas vrai qu'ils sont non directifs tout au long. Au début, c'est plutôt non directif. Le dernier est assez directif dans le sens qu'on veut comparer notre compréhension des données à ces nouvelles données-là pour voir, bon, est-ce qu'il y a de la diversité, est-ce qu'il y a de la divergence, est-ce qu'il y a un point de vue que je n'ai pas pris en compte. Merci. Super, ça répond à la question. Est-ce qu'on a le temps pour peut-être une dernière intervention? Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. On vous écoute. C'est pour Madame Fradet, je crois, c'est ça? Ma question, en fait, par rapport à quand les gens prennent, de ce que j'ai compris, les gens se prennent en photo dans leur quotidien pour venir bien illustrer ce qu'ils vivent. Est-ce que la voix, c'est au même moment où je comprenais qu'il y avait une rencontre par la suite où vous reparliez, en fait, de ces photos-là pour venir amener plus de contenu par rapport à ça? En fait, on invite les photographes à prendre des notes sur pourquoi ils veulent prendre cette photo-là, à se préparer aussi. Donc, c'est déjà une première réflexion. Auparavant, on a eu la réflexion en groupe sur les enjeux de la problématique, la question de recherche et tout ça. Alors, chacun se fait une idée là-dessus. Et on revient en groupe, justement, pour aller plus loin là-dedans, pour sortir un peu de l'anecdote aussi, pour le ramener dans une perspective plus globale, plus sociale, plus systémique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Super. Donc, on n'aurait pas d'autres questions. Mais merci pour votre participation. Ça a amené quand même des échanges intéressants pour voir concrètement comment s'articulent ces différentes méthodes-là, mais aussi pour apporter un certain nombre de réflexions plus générales, notamment sur la notion d'expert, hein, qui est un expert, les rapports de pouvoir aussi qui peuvent coexister entre les participants. Donc, merci. Merci également à nos panélistes pour vos réponses à nos questions et à ceux de l'assistante. Oui. Merci à Christophe aussi d'avoir animé le panel. Merci. J'aimerais justement en remerciant peut-être Élise pour l'organisation de la journée. Mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail derrière ça. Donc voilà. Puis je lui céderai peut-être la parole là, pour conclure là, avec un mot de la fin. Oui. Alors, sur cette vague de merci, juste des petites informations techniques. Donc, je voulais vous dire qu'on va vous envoyer par courriel les présentations avec l'accord des personnes ici devant. Donc, vous allez recevoir par courriel. Puis aussi, le document auquel Mme Musfradet faisait référence, je vais pouvoir vous le partager aussi, là, comme c'est un document qui est disponible sur Internet, je pense. Oui. Donc, parfait. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous là, par l'entremise l'adresse de PSVI. Puis, bon retour à la maison. Au revoir.